Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de l'ESMENA. Moi c'est Lina et je vous laisse vous introduire quelques temps afin que nos auditeurs sachent qui vous êtes. Oui, donc je m'appelle Jules Danger-Essinel, je suis doctorant en CNRS et je travaille sur l'étatisation dans la guerre du mouvement Houthi au Yémen depuis 2014. Et donc c'est une thèse de doctorat qui retrace la gouvernance institutionnelle depuis un peu plus de 10 ans dans un conflit qui perdure au Yémen. Donc aujourd'hui, comme ce qui a été annoncé, on va parler du Yémen et tout particulièrement du Yémen du Nord, zone qui est assez peu étudiée, voire peu discutée également. Sauf qu'il se passe pas mal de choses qui n'est pas passé en revue par les médias ou par les chercheurs. Donc depuis 2014 et 2016, Ansar Allah, ou les Houthis, ne s'est pas contenté d'un contrôle militaire du Nord, puisqu'en effet, on a le mouvement qui a investi et qui restructure l'État dans sa globalité. Plutôt qu'une destruction des institutions, on voit qu'il récupère ces institutions-ci et essaie d'effectuer une sorte de reprise sélective qui corresponde à leurs idéologies et à leurs attentes. Donc on est vraiment sur une sorte de reconstruction d'un État, mais uniquement d'une partie et pas de l'entièreté du Yémen. Et donc cette dynamique pose plusieurs questions, et notamment la question d'état de guerre. Mais aussi savoir si c'est donc un simple état de guerre ou un État qui est en train de se créer, ou alors c'est simplement le pouvoir des insurgés qui reprend contrôle de manière assez distincte, voire aussi très hétérogène. Tout à fait, il y a ce qu'on peut appeler une fabrique paradoxale de l'État dans la guerre, c'est-à-dire comprendre comment, malgré le conflit qui perdure, on continue à faire de la politique. Et une des difficultés qu'on a, c'est à parler de politique alors que le conflit continue. La difficulté, c'est peut-être on a trop concentré les analyses sur la guerre, à vouloir absolument comprendre quelles étaient les parties prenantes du conflit, notamment les acteurs extérieurs. On n'a peut-être pas assez identifié quels sont les véritables acteurs qui comptent au sein de la gouvernance. Or, depuis plus de 10 ans, il y a des groupes qui sont ce qu'on pourrait appeler des groupes non étatiques, qui ont investi les cercles de gouvernance, qui ont repris les institutions, qui ont investi ces institutions pour les faire fonctionner, et donc fabriquer l'État, continuer à faire État et à faire pouvoir politique dans la guerre, sans pour autant ne s'arrêtent véritablement de fonctionner ces institutions. Donc c'est très important de remettre la lumière sur comment elles fonctionnent et surtout sur leur transformation sur le temps long. Est-ce que ces institutions, elles ont été investies de la même manière qu'elles l'étaient sous le pouvoir précédent, le régime précédent? Est-ce qu'il y a de nouvelles institutions? Et si oui, comment elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont concurrentes? Et surtout, ce qu'il faudrait rappeler, c'est qu'au Yémen, en ce moment, il y a au moins 3 grandes parties qui s'affrontent. Et donc, 3 parties avec des légitimités différentes, et donc des administrations qui sont concurrentes. Et cette concurrence entre les administrations les pousse à investir des domaines très différents dans les politiques publiques, dans la recherche de légitimité auprès de la population, donc légitimité intérieure, mais aussi de légitimité extérieure, c'est-à-dire avec les acteurs du monde entier. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne parlera pas de la guerre, de manière générale, qui a débuté en 2015 avec principalement la coalition des alliés de l'Arabie Saoudite, qui se sont unis pour pouvoir mettre un terme à la présence et l'émergence des Houthis, qui existent déjà depuis plusieurs années. On sait très bien, donc on ne parlera pas non plus des relations saoudo-yémen, puisqu'il y a quand même une très longue histoire, et notamment les tensions à la frontière et la question frontalière. Ici, on va vraiment parler que de la création d'un État qui voit le jour de plus en plus, et s'attarder sur la question de est-ce qu'on parle d'un État occidental, donc westphalien, ou est-ce qu'on parle d'un État qui va être différent, sachant que les Houthis, ou le Yémen de manière générale, est un pays à tendance tribale, et donc imposer un système étatique à l'occidental, c'est mal interpréter la situation au Yémen. Et donc pour cela, ma première question est, peut-on parler de réforme structurelle de l'appareil d'État, ou plutôt d'une adaptation pragmatique de structures existantes à la guerre? Oui, je pense qu'on peut parler des deux. Je pense que l'État, sur le temps long, a été modifié. Mais l'État a aussi été réinvesti dans le même temps. Parce qu'il y a 2 grandes tendances. Lorsqu'il faut faire un petit rappel historique, les Houthis prennent la capitale
Sanaa en septembre 2014, à la suite d'une opération militaire qui avait commencé quelques mois auparavant. Ils sont descendus de Saada, qui est donc la frontière avec l'Arabie Saoudite, vous l'avez dit. Ils sont passés par Amman à l'été, et puis ils ont pris la capitale en septembre. Une fois qu'ils ont pris la capitale, ils ont investi les institutions, donc les ministères, la Banque centrale, le Parlement, etc. Et une des grandes questions de ce qu'on appelle les recherches sur la gouvernance rebelle, c'est de savoir ce que font les rebelles. Est-ce que concrètement ils décident d'utiliser ces institutions ou de les supprimer, de gouverner autrement, etc. Il y a peut-être donc deux tendances, que je disais. Il y a la question de comment on investit ces institutions, et puis si on capture ces institutions, est-ce qu'on ne peut pas les modifier? Donc concrètement, c'est faire État, mais c'est aussi capturer l'État. Donc en termes de gouvernance formelle, les Houthis ont des ministres, ils ont un gouverneur pour la Banque centrale, ils ont un conseil judiciaire suprême, ils ont un conseil politique suprême, etc. Ils ont un gouvernement qui fonctionne, mais ils ont aussi, et on va en parler, des structures parallèles de gouvernement qu'ils ont ajoutées, qui n'étaient pas présentes dans la République yéménite avant septembre 2014, et surtout avant une petite période de transition. Le deuxième point historique qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est qu'il y a une période de transition, lorsqu'ils sont arrivés, à partir de septembre 2014, qui va durer en gros jusqu'à décembre 2017. C'est une période d'alliance avec l'ancien régime, qu'ils ont affronté pendant très longtemps, le régime de Saleh. Ça va durer 3 ans. Et en décembre 2017, Saleh est assassiné et les Houthis gouvernent seuls. Donc il y a une différence lorsque le rebelle gouverne avec l'ancien régime, forme de compromis, et puis lorsque le rebelle gouverne seul, qui d'ailleurs à ce moment-là n'est plus vraiment rebelle, devient une puissance en elle-même. Et par rapport à cela, est-ce qu'on peut du coup dire que les Houthis ne sont finalement plus une milice, mais plutôt organisés à la Hezbollah, si je peux me permettre de faire cette peut-être comparaison, qui semble peut-être surprenante, mais on voit que le Hezbollah est une milice qui n'est pas que milice, mais qui est aussi un parti politique, qui a une structure sociale, économique également au sud du Liban. Et pendant longtemps, le gouvernement libanais a tenté de récupérer un peu le contrôle de cette partie sud du Liban qui est totalement dans les mains du Hezbollah. Est-ce qu'on ne voit pas peut-être une sorte de similarité maintenant avec les Houthis? Il y a eu beaucoup de comparaisons entre le Hezbollah et les Houthis. Les premières, je pense qu'elles sont plus sur l'appareil militaire du Hezbollah et l'appareil militaire ou sécuritaire des Houthis. Ensuite, il y a des comparaisons historiques sur le fait que des leaders houthis se soient déplacés à Beyrouth, beaucoup, et dans le banlieue sud, et sur le fait que la création du grand canal de communication des Houthis qui s'appelle Al-Masira a été faite à Beyrouth, dans les locaux d'Al-Manar, donc plutôt d'un canal pro-Hezbollah, on va dire, en plus de voyages en Iran de leaders houthis. Mais si on dépasse un peu ça, dans la manière dont ils se comportent vis-à-vis de l'État, il y a deux choses à dire, je pense. La première, c'est que c'est quand même assez différent. Oui, c'est un parti politique, en fait, Ansar Allah, vous avez dit Ansar Allah, le mouvement Houthi. Le mouvement Houthi, c'est effectivement un mouvement social, politico-religieux, qui a été créé par un fondateur, qui s'appelle Hussein el-Houthi, et donc ça porte le nom le patronyme du fondateur. Ansar Allah, c'est la composante politique qui a été créée dans une période plus proche du dialogue national. Donc c'est une période de transition politique au Yémen, et c'est une des composantes de ce qui fait la gouvernance du Yémen du Nord aujourd'hui. En tout cas, au moins dans la communication, parce que les autres partis sont toujours présents. Et sur ce fonctionnement d'Ansar Allah, je ne dirais pas qu'on se rapproche d'une milice. Pour plein de raisons, la principale étant le fonctionnement propre du mouvement dans son historique. C'est un mouvement qui naît dans les années 90 par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la jeunesse croyante, qui ensuite s'est transformé, il y a une scission en jeunesse croyante, et donc il y a des gens qui ont suivi ce Hussein el-Houthi, puis son petit frère, lui il a été assassiné en 2004, il est remplacé par son frère cadet qui s'appelle Abdelmalik en 2006, et avec ses partisans, ils vont faire une réforme un peu du mouvement pour mener ce projet à une échelle plus nationale. C'est peut-être la grande différence. C'est un mouvement qui est né dans une logique de défense de populations marginalisées dans le nord-ouest, avec un projet propre, et c'est un projet qui s'est adapté à la construction de l'État et à la construction du régime politique après la saisie de l'État central. Ok. Et donc, par rapport à cette question-là, par rapport à ce point que vous avez mis en avant, j'ai une question également, c'est sur
Donc en quoi la gouvernance du Nord se distingue-t-elle d'un simple ordre révolutionnaire transitoire? Ce qui est aussi différent de ce qu'on retrouve en Libye, où là on est sur vraiment un gouvernement transitoire. Ce qu'on voit aussi en Syrie avec Ahmed al-Shara, qui est également normalement en période transitoire. Donc est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire à cela ou c'est encore plus compliqué? Sur cette question-là, j'avais noté plein de choses. La plus importante, c'est le temps. Moi, je veux bien qu'on parle de période transitoire, mais ça fait quand même plus de 11 ans que Ansar Allah tient l'État. En tout cas, tient 30% du territoire yéménite, 70% de la population à peu près qui vivent sous son gouvernement. Donc, sur l'aspect transitoire de cette gouvernance, il y a un fait très simple, c'est que beaucoup de gouverneurs, de politiciens qui détiennent des postes dans cet appareil, les détiennent avec la mention intérim. Mais c'est des intérims qui sont très prolongés. Le gouverneur d'Al-Daléa, qui est une région du sud de la région du nord, il est gouverneur par intérim depuis 2022. Ça fait 4 ans qu'il est gouverneur par intérim, donc c'est plus vraiment une intérim, c'est plus vraiment une transition. Pour Ansar Allah, il y a eu une période transitoire. C'est celle où il y a cette alliance avec les partisans de l'ancien régime, qui dure 3 ans, comme on l'a dit, mais surtout où il y a un apprentissage de la gouvernance. D'abord, il y a le premier gouvernement, quand il rentre à Sanaa, de Khaled Baha, qui va être Premier ministre, qui est l'actuel ambassadeur du Yémen en Égypte. Il dure pas longtemps, mais c'est une sorte de gouvernement de compromis. Ensuite, Baha va finir par démissionner, quitter les territoires houthis, comme le président a dit. Donc il va y avoir ce conflit dont vous parliez tout à l'heure avec l'Arabie Saoudite. Mais pour ceux qui décident de rester à Sanaa, il va y avoir des franges du CPG, le parti de Saleh, qui vont intégrer cette gouvernance de transition. Et peut-être contrairement au cas syrien par exemple, ou même au cas libyen, c'est cette composante générale d'alliance entre Ansar Allah et le CPG qui va permettre à l'administration de faire un peu la continuité de l'État dans la guerre. Et ça c'est peut-être très important parce que les partisans les plus loyaux d'Ansar Allah n'obtiennent pas forcément les postes les plus clés tout de suite. Par contre, avec le temps, progressivement, on va commencer à apprendre les techniques du gouvernement pour, au bout d'un moment, se débarrasser des anciens cadors du régime de Saleh. Certains vont quand même faire le choix de rester, après que Saleh soit assassiné, mais cette période de transition est quand même centrale. Et puis on pourrait interroger aussi le fait, si on dit qu'ils sont révolutionnaires quand ils font la révolution et qu'ils entrent le 21 septembre dans Sanaa, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui révolutionnaires? Est-ce que le projet de gouvernance en 2026, en janvier 2026, est aussi révolutionnaire qu'il l'était en 2014? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que c'est un projet de gouvernance qui s'est aussi beaucoup adapté à ce qu'est la condition du pouvoir, du régime et de l'État au Yémen. Donc si jamais on a cette sorte d'État qui se forme, pourquoi les pays ou les instances diplomatiques ne parviennent pas à discuter et dialoguer avec Ansar Allah? Il les considère plutôt comme des parias à la version talibane, qu'un État, donc un gouvernement, un régime, etc. Enfin, est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Déjà, il y a peut-être même moins de monde qui leur parle que des gens qui parlent aux talibans. Je pense que les talibans sont plus reconnus qu'Ansar Allah aujourd'hui. Mais c'est une excellente question. C'est très difficile d'y répondre, parce que pendant longtemps, ils ont pu être considérés comme parias, justement parce qu'on avait cette rhétorique du transitoire. On dit, ils sont là pendant un temps, mais en fait, fondamentalement, ils vont perdre. On va miser sur une défaite militaire. Ce qu'on appelle la légitimité, ce qui en gros est le gouvernement internationalement reconnu, va revenir à Sanaa. Donc s'il revient à Sanaa, ça ne sert à rien de parler aux autorités de Sanaa. Donc si pendant longtemps, tout le monde était persuadé de ce récit, aujourd'hui, un peu moins. Ça fait quand même plus de 11 ans. Ils sont là, ils sont l'État à Sanaa, et il faut faire avec. Donc il y a des gens qui commencent à leur parler. Les Russes leur parlent, les Chinois leur parlent, en plus des composantes de la résistance, donc autour de l'Iran. Ansar Allah a une ambassade à Téhéran, les Irakiens ont une ambassade à Sanaa, qui est ouverte. Ils ont eu une ambassade aussi auprès du régime de Bachar al-Assad pendant longtemps, jusqu'en 2022, avec un ambassadeur, Abdullah Sabri, qui a été rappelé parce qu'il y a eu quelques difficultés entre les deux, mais il y a quand même des régimes qui les reconnaissent. Et surtout jusqu'en 2024, avec leur ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Hichem Sharaf, qui parlait au monde entier. Si vous regardez les déclarations du ministre des Affaires étrangères, il félicitait les Bahamas pour leur jour de l'indépendance. Ils parlaient au Tuvalu. Donc eux ont essayé de parler au monde entier. L'inverse est moins vrai. Mais il est de plus en plus vrai parce que à l'Assemblée Générale de l'ONU, on a vu Murtadok et leur
Mortada, c'est le type qui gère les affaires des prisonniers, qui est venu à l'Assemblée générale de l'ONU pour parler, qui a été présent aussi aux négociations pour des libérations à Mascate récemment, avec le gouvernement international reconnu. Et d'ailleurs, à Mascate, ils ont une représentation diplomatique permanente. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas sur la voie d'une reconnaissance Peut-être, pendant un temps. Après, il y a un événement qui a changé beaucoup de choses, c'est évidemment le 7 octobre, et les choix stratégiques d'Ansar Allah après le 7 octobre, qui a été un choix de soutien indéfectible au Hamas et au djihad palestinien, et puis d'attaques en mer Rouge, qui ont, pour rester très diplomate, crispé certains acteurs. Il y a eu le déclenchement d'une mission de l'Union européenne dans la mer Rouge, à Spiles, il y a eu le déclenchement de frappes américaines et israéliennes, qui ont aussi un intérêt pour Ansar Allah, parce que ça fait plus de 20 ans que cette composante politique parle d'agression israélienne et américaine au Yémen, agression qui n'était pas forcément matérialisée par des bombardements directs. Il y avait des bombardements saoudiens, des bombardements émiriens, mais il n'y avait pas forcément de bombardements américains. Et là, en 2025, il y a eu des bombardements américains. Donc ça donne du crédit au discours aussi. Et je termine juste avec l'anti-impérialisme. C'est très important aussi dans le discours, le discours politique, et ça permet de nouer des alliances parfois un peu contre-intuitives. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un mouvement islamiste, chiite, zaïdite, une minorité au sein du chiisme, qui n'est pas un mouvement qui a un programme de tendance socialisant à la base. Et ça ne les empêche pas de parler avec les représentants, par exemple, de la fondation de Salvador Allende, chilienne. Ça ne les empêche pas de parler avec un prétendu communiste américain qui a été reçu à Sanaa au printemps 2025, avec 2 anciens députés du Parlement européen, des Irlandais, issus de la gauche aussi. Il y a une frange de la gauche internationale qui parle avec les Houthis par opposition au projet américain, en tout cas pour des administrations plutôt à droite des Américains, au Moyen-Orient. On a une sorte de reconnaissance du coup informelle de l'Occident à ce moment-là auprès de Ansar Allah. On parle de saïdisme, donc une petite aparté, c'est une branche particulière du chiisme qui a été longtemps utilisée par l'Arabie Saoudite pour justifier son intervention en 2015, en justifiant de manière assez vulgaire que parce que c'est une branche du chiisme, du coup l'Iran supporte les Houthis. Chose qui a été démentie quand même pendant au moins plusieurs semaines, mois, années, où il n'y a pas eu de réelle relation entre les Ansar Allah et l'Iran pour cette question-là. Puis ensuite, l'Iran s'est plus ou moins investi dans le projet pour également titiller l'Arabie Saoudite et pour montrer que son axe de la résistance est bien présent et a bien entouré en fait l'Arabie Saoudite. J'espère ne pas me tromper. C'est presque ça. Moi, je dirais juste, rajouter un truc, c'est que la relation irano-houthi, on va dire, elle est beaucoup plus complexe que ce qui a beaucoup été écrit. Ouais. Elle est souvent surestimée ou sous-estimée. Des gens qui disent qu'il n'y a absolument rien, c'est faux. Il y a des choses. Il y a des choses factuelles. Des voyages de Hassan el-Houthi, donc le fondateur à Qom, dans les années 80, on a des traces. C'est factuel. Puis il n'a pas voyagé seul, d'ailleurs, il a voyagé avec des leaders tribaux du nord de Saada, notamment Abdallah al-Razali. Par contre, dire que les Iraniens ont investi sur le mouvement Houthi dès les années 80 alors que le mouvement n'existait même pas, il y a un peu une tendance à exagérer les choses. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante, c'est que le régime de Saleh avait exagéré clairement le soutien iranien aux Houthis pour provoquer une intervention américaine pendant les guerres de Saada, qui sont des guerres de rébellion des Houthis contre le régime central à Sanaa. Donc, beaucoup de choses inexactes qui sont dites là-dessus. On peut simplement dire très concrètement qu'il y a un ambassadeur de Téhéran qui est arrivé en 2019, qui a été reconnu en 2019-2020, qui est mort assez rapidement, qui s'appelle Hassan Erlo, qui était un pasdaran, qui a été remplacé, et que l'actuel ambassadeur, on ne le connaît pas vraiment. On sait qui c'est, je pourrais retrouver son nom, mais on ne le voit que très rarement. On ne le voit pas à beaucoup de cérémonies, etc. Et il est plutôt... il va rester sur des trucs très officiels. Donc c'est assez intéressant sur la nature de cette relation, qui n'est pas aussi simple que ce qu'on croit, avec l'ambassadeur aussi à Téhéran, qui s'appelle Ibrahim Edelami, de mémoire. C'est pareil, c'est un personnage important, mais qu'on voit peu, qu'on pourrait voir plus en tout cas. Du coup, je vais revenir à mes questions. La discussion est très intéressante, j'aurais pu continuer encore plus longtemps. Donc on a l'État nord-yéménite qui fonctionne selon un double registre, donc un organigramme formel républicain
et des structures de pouvoir de facto liées à Ansar Allah. Et donc cette coexistence-là, de ces niveaux brouille la lecture classique de la souveraineté et de la prise de décision. Et donc aussi, contrairement à l'image d'un État entièrement idéologisé, j'ai du mal à dire ce mot, excusez-moi, Ansar Allah s'appuie largement sur des anciens cadres de l'État républicain, des technocrates, des militaires reconvertis et des notables locaux. Donc on a des trajectoires individuelles qui révèlent des formes de continuité bureaucratique, de repositionnement stratégique, mais aussi de loyauté négociée. Donc on voit très clairement qu'il n'y a pas de reconstruction d'un État, mais plutôt d'une reprise de ce qui existe en version Ansar Allah. Et donc, à ce moment-là, existe-t-il donc une double chaîne de commandement administratif et politique, et comment les conflits entre ces chaînes sont-ils arbitrés? Et de même, qui compose aujourd'hui les élites administratives du Nord? Est-ce plutôt les militants outils, les anciens fonctionnaires, les technocrates apolitiques? Quelle est votre opinion dessus? C'est une question très compliquée, mais qui est centrale dans ce travail de recherche. Il faut vraiment essayer de comprendre la chose sur le temps long. Vous avez utilisé un terme que je trouve central, c'est la question des trajectoires individuelles. Il ne faut pas oublier que si on parle d'État dans la guerre, on parle aussi de gens, de personnes qui ont des choix personnels à faire, des intérêts, que ce soit dans le conflit ou même sur leur position, leur poste, etc., qui peuvent être des intérêts matériels, financiers, etc., mais aussi des engagements politiques, des questions familiales, des questions tribales, des questions d'alliance. C'est très compliqué. Effectivement, pendant longtemps, il y a eu des cadres de l'ancien régime qui ont travaillé avec Ansar Allah. D'ailleurs, ils ont plutôt dit Ansar Allah que les Houthis, parce que les Houthis sont, assez récemment, mais ça a été le cas 2 fois, reconnus comme un groupe terroriste, et utiliser le terme Ansar Allah permet de montrer qu'on travaille plus avec une chaîne de commandement politique que purement militaire. Mais ces administrateurs-là, dont vous parlez, qui sont soit des militaires, soit des hommes politiques, soit des personnes issues des médias notamment, continuent à être présentes. La composition du Conseil politique suprême d'Ansar Allah aujourd'hui, elle a donc des membres issus du CPG, l'ancien parti de Saleh, elle a des membres issus de la gauche. Un bon exemple, c'est Sultan el-Samiri qui était revenu au Yémen en 2015. Et puis, des gens qui sont issus du mouvement Ansar Allah, il y a le cousin du leader, Mohamed Ali al-Houthi. C'est vrai aussi chez les ministres. Il y a eu un gouvernement nommé en août 2024. La moitié sont morts dans un bombardement israélien il y a 6 mois de cela, en août 2025, après 1 an de mandat, finalement. Une bonne moitié, même un peu plus, étaient aussi issus du CPG. Et quand on retrace leur parcours, beaucoup de compétences. Vous avez des ingénieurs, vous avez des docteurs, etc., des grades importants, une surreprésentation du fait militaire, et puis des enjeux de légitimité, avec des représentants des différents gouvernorats, des différentes tribus, et bien évidemment la question hachémite qui se pose. Donc les hachémites, c'est une minorité issue de la descendance du prophète, qui représente à peu près 5% de la population au Yémen, on estime, c'est très difficile de faire l'estimation, et qui serait surreprésentée dans l'administration houthite, c'est plutôt un fait, pour une question de projet politique et projet religieux. Et je pense que sans cette composition générale de ce que sont les fonctions dans l'État, on ne peut pas vraiment faire fonctionner cet État. Il y a eu ce besoin de compétences, ce besoin de légitimité pour permettre de continuer à l'État de survivre dans la guerre, malgré les difficultés d'administration. La Banque centrale, par exemple, qui a été transférée à Aden avec la déclaration de nouvelle Banque centrale, donc la Banque centrale coupée en deux, il faut qu'il y ait encore des personnes capables de faire tourner cette Banque centrale à Sanaa, même si elle a perdu des finances importantes, même si elle a perdu des techniciens, des administrateurs, fonctionnaires d'État profond, terme difficile à utiliser, qui sont partis. C'est une vraie difficulté sur le temps long pour les Houthis, et c'est aussi une recherche d'alliés, une recherche de soutien intérieur, qui est une sorte de négociation permanente. Il faut des compromis. Donc maintenant, peut-être mettre un peu plus l'accent sur l'économie. L'économie s'est effondrée de manière totale depuis 2015 principalement. Ouais. Déjà aussi un petit peu avant, parce qu'il y a quand même eu différents embargos ou différentes sanctions à l'égard de l'ancien gouvernement de Saleh. On est sur une sorte d'économie de guerre, voire même on est sur une économie de guerre qui est assez similaire et qui n'est pas aussi très étranger à la région,
On le voit en Syrie, on le voit aussi au Liban, etc. Donc on est vraiment focus sur une économie de guerre, donc ça montre la fragilité et la nécessité d'avoir des fonds supplémentaires au Yémen. On a un blocus et l'absence de reconnaissance internationale de manière formelle en dehors de la Russie, de la Chine, etc. On a aussi les autorités du Nord qui continuent à mettre en œuvre des politiques publiques minimales, mais qui sont là, donc notamment la fiscalité, l'éducation, la santé, la justice, les gestions humanitaires, etc. Donc cela suggère une sorte de logique de gouvernementalité qui va au-delà en fait de la seule logique sécuritaire, chose qui surprend, mais qui est aussi peu mise en avant. Quelles politiques publiques sont réellement prioritaires pour les autorités du Nord et pourquoi ? Mais également, comment l'État parvient-il à collecter des ressources et à administrer la population dans un contexte de guerre totale ? La question économique, elle est centrale. Hein. La question des politiques publiques de manière générale, effectivement, vous avez complètement raison, elle est passée sous silence de manière assez choquante quand on parle du Yémen. Il faudrait rappeler un truc extrêmement simple, c'est que, vous l'avez bien dit au début quand vous avez parlé de la guerre, il y a un État qui est en guerre, il y a plusieurs États qui s'affrontent, il y a plusieurs partis qui s'affrontent, mais il y a surtout des gens. Le Yémen, c'est avant tout 30 millions de personnes, avec des Yéménites qui vivent au Yémen et ailleurs, et qui subissent le conflit. Une majorité de civils d'abord. Et ces civils, ils ont un droit fondamental à être administrés. La difficulté, c'est que, avec la guerre, et avec cette économie de guerre qui s'est mise en place, les salaires ont arrêté d'être payés. Ça, c'est un premier truc qui est très important. Lorsque les Houthis ont pris la capitale, qu'ils ont investi les institutions, et que la guerre s'est déclenchée contre l'Arabie Saoudite, pendant un temps, l'Arabie Saoudite a payé les salaires des fonctionnaires qui étaient encore à Sanaa. Puis ça s'est arrêté. Les gens ont arrêté de payer tout court. Ou alors ils étaient payés une fois tous les 4 mois, un quart de salaire. Donc c'était une catastrophe. Alors ça a créé une des pires crises humanitaires du monde en ce moment. Les acteurs humanitaires ont investi le terrain très fortement, ils ont essayé de manière sincère de réaliser des politiques publiques. Le problème, c'est que ces acteurs humanitaires ils sont très contraints, notamment au nord, mais pas que. Ils font des rapports aussi sur leurs difficultés dans le sud. Au nord, ils sont contraints par les aspects sécuritaires, c'est-à-dire par les gens qui vont dans leur bureau vérifier comment fonctionnent les opérations, par les acteurs institutionnels avec qui ils ont des relations, y compris pendant longtemps ce qu'on a appelé le SCAMCHA, le Supreme Committee for Humanitarian Affairs, etc. Ça, c'était en cours jusqu'en 2024. Il a été remplacé par le HEOC, qui est l'équivalent, par un type qui s'appelle Ahmed Hamed, qui est le directeur de cabinet du président de la République. Donc c'est quelque chose de très institutionnel, de très politique. Et Ansar Allah a bien compris l'intérêt pour eux de contrôler la politique humanitaire, à la fois en termes de légitimité, de politique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les travaux des humanitaires pour en faire des politiques publiques. Par exemple, celui qui coupe la rénovation d'une route, c'est bien le ministre des Transports. Ça n'est pas, je ne sais pas si c'est Acted qui l'a refait, c'est pas Acted ou la Croix-Rouge. Et si on rénove une école, c'est le ministre de l'Éducation qui va y venir. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est évidemment la manne financière que va représenter ces différentes opérations humanitaires avec des financements détournés pour différentes organisations par l'intermédiaire d'un certain nombre de fondations. Énormément de fondations qui ont été créées. Il y en a une qui est très connue, c'est la fondation Bonian pour le développement. Mais il y en a beaucoup en fait, en réalité. Une myriade de fondations qui permettent de détourner beaucoup d'argent issu de l'aide humanitaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question sur les politiques publiques qui sont les plus importantes, il y en a une qui avait été identifiée à partir au moins de 2007-2018, c'est l'éducation. L'éducation est centrale parce qu'il faut former une nouvelle génération qui va être en mesure d'administrer l'État. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a la question des technocrates qui ont permis la continuité de l'État. Ils l'ont permis pendant un temps, mais ces technocrates-là, ils ne sont pas, ce terme qui est très moche, idéologisés. Ils ne sont pas fondamentalement en accord avec le projet politique et religieux d'Ansar Allah. Ce qui peut être très différent d'une nouvelle génération qui arriverait en âge à 25-30 ans, prêts à devenir les ingénieurs, les docteurs, les avocats, les médecins, les politiques de demain. Ça va être très important, et c'est déjà en cours en fait. C'était une politique publique qui a commencé au minimum à partir de 2016-2017, peut-être plus, 2018, avec les grandes réformes sur les centres d'été, la réforme des programmes scolaires, et puis une priorisation qui a été gérée par l'oncle
le grand frère du leader, qui s'appelle Yahya al-Houthi, qui est donc le grand frère même du fondateur, qui était un homme politique très important du mouvement, et qui a été ministre pendant 8 ans, puis un an d'intérim, donc on va dire 9 ans ministre, qui a été remplacé seulement là en 2024. Donc je pense que ça c'est une des politiques prioritaires. Et puis on pourrait juste ajouter qu'ils ont eu une tendance, je pense, à voir les choses de manière thématique. Donc il y a eu d'abord la saisie de certains appareils qui étaient essentiels sur les premières années. Donc il y a eu la saisie de l'appareil sécuritaire de l'ancien président Saleh. Il y a eu la saisie de l'appareil militaire évidemment. Puis des comités économiques et sociaux. Et puis ensuite des réformes plus structurelles comme la réforme de l'éducation, la réforme du système de justice qui est encore en cours. Tout ceci c'est initialement fait par l'intermédiaire de comités avec des superviseurs qui ont été introduits, et aujourd'hui se fait de manière plus institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a repensé le fonctionnement des institutions. Pour répondre sur la justice, par exemple, il y a un comité, un conseil judiciaire suprême qui est géré par le docteur Shuja ad-Din, qui n'était pas un outil de première heure, mais qui aujourd'hui travaille avec les outils et nomme des juges spécialisés dans les tribunaux pour qu'on mette en place cette réforme par la loi. Tout ceci se fait dans la plus grande légalité puisque la loi est édictée à Sanaa. Et donc on voit qu'on a une sorte d'État qui est mis en route au Yémen du Nord, mais donc j'essaie de sortir un tout petit peu du cas des questions parce qu'il y a quand même l'actualité qui est remise en avant. Si on a une sorte d'État du Nord qui commence à du coup s'étatiser, à devenir un organe fonctionnel, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas une conséquence avec le Yémen du Sud qui peine à revenir sur le terrain? On a vu très récemment la question du sécessionnisme, donc qui a été remis sur la table et là qui, je crois, a été un petit peu mis de côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un frein avec l'union Yémen Nord, Yémen Sud si jamais on a un meilleur développement au nord qu'au sud? Ouais, c'est une grande question. Chez les Houthis, il y a des choses qui sont très très claires. Ils sont contre un projet sécessionniste. Ils l'ont toujours dit. Ils l'ont dit à la conférence du dialogue national qu'ils étaient pour un État unitaire, un État yéménite unifié, donc en 2013-2014. Ils l'ont répété qu'ils étaient d'ailleurs contre un projet fédéral une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et autant on peut dire que la plupart des tendances politiques yéménites sont représentées dans la gouvernance officielle d'Ansar al-Allah, pas forcément dans les cercles décisionnaires réels, mais par contre dans l'image qu'on peut se faire de cette gouvernance, autant le projet sécessionniste ne l'est pas. En revanche, il y a un soutien récent, là, mais qui en réalité peut être retracé un peu quand même, à certaines tendances sécessionnistes, peut-être plus par intérêt, par opportunisme, par avantage, je pense, parce que l'affaiblissement de la légitimité peut leur servir en matière de légitimité. C'est-à-dire montrer que, effectivement, nous, on sait faire tourner l'État, on l'a prouvé, on le prouve, contrairement à d'autres qui ont du mal à revenir sur le terrain. Donc typiquement, les grandes manifestations qu'on a vues à Aden ces derniers jours ont été largement reprises dans les médias Houthis, sur Sabah, Thawra, Masira. J'ai vu le drapeau d'indépendance d'Arabie du Sud absolument partout. C'est assez notoire. Les interviews des leaders qu'ils appellent transitionnels, l'integrali, sont présentes sur les médias Houthis. Donc ça, c'est quand même... Je pense que ça vaut le coup qu'on note, qu'on remarque, parce que c'est quand même plutôt nouveau. Mais de là à soutenir un projet transitionniste, de transition au sud, je ne suis pas certain. Ensuite, pour dire que l'État est en processus dire qu'ils sont un processus d'étatisation, oui, complètement. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait de nouvel État qui ait été créé. Je pense qu'on est vraiment sur une reprise de l'ancienne version de l'État, et qu'une des grandes erreurs, c'est de croire que cet État, ça a été beaucoup dit, est tombé. Saqatat ad-dawla, c'est quelque chose qu'on entend énormément chez certains leaders politiques yéménites, qui ont un intérêt clairement à dire ça, à mon avis. Et je pense que c'est totalement faux. Saqatat, non. En 2014-2015, l'État yéménite a connu une transition, c'est vrai. Certains leaders ont perdu des positions. L'État s'est peut-être scindé en deux à ce moment. Mais la partie de l'État qui est restée à Sanaa a continué, avec des difficultés, à fonctionner. Et certes, l'État a été changé, c'est plus la même forme d'État, même sur le point de vue purement organisationnel, structurel, fonctionnel.
Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de forme étatique. Il y a encore une participation à l'État. La question de sécessionnisme se pose puisque le Yémen a été pendant très longtemps divisé en deux avec le Yémen Nord et le Yémen Sud, donc la République yéménite et le Royaume yéménite. Je sais plus. Le Nord c'était un imama. Voilà, un imama et le Sud c'était la République socialiste du Sud, jusque dans les années 90 où il y a eu ensuite une... En 90 même. Voilà, en 90 il y a eu donc un référendum. Il y a eu une union. Une union des deux parties, avec Saleh notamment. Avec Saleh et un homme qui est mort il y a 3 jours, Ali Salem. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle cette question de sécessionnisme est de nouveau mise en avant dans les médias, puisque ça fait écho à un passé qui n'est pas non plus super ancien. Et ça a été donc la une principale dans les presses, puisqu'on a beaucoup fait l'analogie et le parallèle entre le passé et aujourd'hui. Et au final, c'est quand même très compliqué de dire qu'il y aura une nouvelle division du Yémen aujourd'hui, sachant que là, je pense qu'ils ne peuvent pas tellement se le permettre. Le Nord a besoin du Sud et vice-versa. Donc c'est quand même très compliqué de dire qu'on va une nouvelle fois diviser le Yémen, sachant que les deux parties ont besoin l'un de l'autre et complètement. Et sont complémentaires. Les deux parties revendiquent la totalité du Yémen. C'est ça qu'il faut aussi noter. C'est particulier, et ça peut être le cas un peu en Libye, d'une certaine manière ça peut être le cas en Syrie aussi, je pense, ou même au Soudan peut-être. Les Houthis ont des gouverneurs pour tous les gouvernements du Yémen, y compris les gouvernements qui ne sont pas du tout. Ils ont un gouverneur de Hadramout, Lokman Baras, alors que ce cher Lokman Baras n'est pas en Hadramout. Ils n'ont pas de soldats en Hadramout. Ils ont un gouverneur, Tariq Salem, pour Aden. Ils ne sont pas à Aden non plus. Et l'inverse est vrai aussi pour la légitimité. Car a nommé des nouveaux gouverneurs pour les gouvernements où elle vient de revenir, certes, mais elle a aussi des gouverneurs pour le Nord. Donc, les deux parties font un peu comme si on part du principe qu'il n'y a que deux parties, font un peu comme si l'autre n'existait pas. Il y a quand même une tendance à dire, pour la Banque centrale à Aden, que c'est la Banque centrale yéménite. Et la Banque centrale à Sanaa fait pareil. Lorsqu'ils font des déclarations constitutionnelles, ce sont des déclarations pour la Jumhuriyat al-Yémen. C'est la République yéménite. C'est pas une déclaration pour la République du Yémen du Nord ou la République du Yémen du Sud. À l'exception de ce que vous mentionnez, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance de l'Arabie du Sud, là en début janvier, qui visiblement n'a pas duré longtemps, mais bon, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc on préfère... Voilà. Mais les Houthis prétendent, en tout cas, parler au nom de la République du Yémen. C'est ça. Le déterminisme n'est pas du tout à mettre en avant quand on parle du Moyen-Orient et encore moins du Yémen. Être déterministe, c'est compliqué et c'est ce qui peut fausser complètement les études. Alors, donc je reviens à nos amis Ansar Allah. On a Ansar Allah qui est régulièrement accusé de vouloir rétablir en fait l'imama zaïdite. Je pense qu'on l'a entendu assez souvent parler, c'est la raison pour laquelle aussi certains partis ne veulent pas reconnaître Ansar Allah. Pourtant, le mouvement maintient formellement un cadre républicain. Peut-être républicain est un terme encore trop précis, trop déterministe, mais c'est ce qui en ressort des recherches, puisqu'on a la mise en place d'institutions, de discours étatiques, une administration civile, etc. Et donc cette tension entre forme républicaine et symbolique religieuse et historique est au cœur du débat. Et aussi, il est important de rappeler qu'on a une définition classique d'un État, c'est-à-dire avoir une souveraineté territoriale, une souveraineté sur sa population, avoir le monopole de la violence étatique, avoir en fait une frontière bien définie, etc. Or, malgré l'absence de reconnaissance donc, de Ansar Allah, des reconnaissances internationales et de la guerre qui est en cours, l'État nord-yéménite fonctionne, administre, régule et gouverne. Donc, en soi, la convention de Montevideo est respectée par les Houthis, plus ou moins. Cela invite à dépasser les conceptions juridico-normatives de l'État. Donc on a au profit d'une lecture plutôt fonctionnelle et relationnelle et située attentive aux pratiques plutôt qu'aux statuts. Donc là, ça revient aussi à l'idée que le Yémen a une structure tribale et il y a une sorte de décentralisation, mais qui est encore mise et contrôlée par Ansar Allah pour notamment légitimer le Yémen du Nord ou pour des pratiques plutôt idéologiques et propres au gouvernement de Ansar Allah. Donc mes questions sont plutôt sur l'accusation donc, de restauration de l'imama. Relève-t-elle d'une réalité institutionnelle ou d'un discours politique délégitimant, comme on voit très souvent dans la presse quotidienne pour différents conflits? Ou alors peut-on parler d'un républicanisme autoritaire hybride plutôt que d'un projet imamite,
Autoritaire, c'est le terme que j'emploie parce que c'est ce que les médias mettent en avant. Donc, si on peut déconstruire, je suis aussi ouverte à cela. Et le Yémen du Nord oblige-t-il à repenser la notion d'État au-delà de ses critères westphaliens et weberiens? Ça en fait des ramifications dans la question. Sur la première, c'est très simple. Sur la question du projet imamite, est-ce que c'est une accusation à l'égard d'Ansar Allah? Oui, régulièrement. Est-ce que c'est une accusation qui provient d'opposants politiques ou d'autres parties prenantes au conflit? Oui, complètement. Est-ce qu'elle a des brides de vérité? Bon, d'abord, il faut rappeler que la République au Yémen arrive en partie 1962, c'est la chute de l'imama au nord, et que les Houthis sont nés dans ce qu'on peut appeler le revivalisme zaïdite. C'est un mouvement qui a été étudié notamment par un chercheur qui s'appelle Sami Dorlian. Je vous invite vraiment à lire sa thèse, ça s'appelle la modernisation avortée. Donc, il travaille sur cette mouvance qu'on appelle le revivalisme zaïdite. Ce sont des gens qui, si on simplifie vraiment un peu trop, sont partis du principe qu'il y avait une marginalisation des élites zaïdites dans cette république moderne au Yémen, notamment au Yémen du Nord. Et il y a aussi la question de la primauté hachémite au sein de cette république et au sein de l'imama. Au sein de l'imama, les hachémites, donc les descendants du prophète, avaient des positions de choix, des positions particulièrement importantes dans l'appareil d'État. C'est moins le cas, c'est toujours un peu le cas, mais c'est un peu moins le cas dans la période républicaine. Et l'idée serait que les Houthis auraient voulu remettre cette primauté au premier plan, on va dire. C'est-à-dire remettre, en gros, les hachémites zaïdites, même d'ailleurs plus du nord, c'est-à-dire de Amran, de Hajja et surtout de Saada, donc vraiment les régions du nord où ils viennent, aux positions stratégiques. Ça, sur un plan factuel, c'est vrai. C'est-à-dire que les cœurs décisionnels de l'appareil d'Ansar Allah et de l'appareil d'État qui est tenu par les Houthis sont majoritairement tenus par soit des loyaux de l'appareil d'Ansar Allah historique, qui ne sont pas forcément hachémites, soit effectivement par des hachémites, d'abord de Saada, puis des régions du nord, et même jusqu'à Sanaa, et pas forcément que des zaïdites, vous avez aussi des chaféites, des sunnites, qui sont présents. Sur la forme républicaine du régime, oui, c'est une république, absolument, indéniablement. C'est-à-dire que vous avez un président de la République, en l'occurrence un maréchal, qui s'appelle Mahdi el-Monchat, il y a un Premier ministre, alors aujourd'hui un Premier ministre par intérim, parce que le Premier ministre est mort dans le bombardement israélien en août 2025, qui s'appelait Al-Hawi, c'était un membre du CPG. Il a été remplacé par un ouléma qui s'appelle Muftah. Il y a un gouvernement avec des ministres, et donc une forme au moins républicaine de l'appareil d'État. Mais l'accusation de retour à l'imama, c'est aussi sur la position du leader. Ça c'est un peu particulier. Il y a un leader de la révolution, Khalid al-Thawra, qui est au-dessus de cet appareil. Lui, c'est Abdelmalik al-Houthi, et on l'a investi de concepts qui sont assez nouveaux. On lui a donné la bannière de la guidance. Donc ça, c'est en arabe, on va dire Alam al-Huda. On lui a donné l'habilitation divine, Tamkin Ilahi. Donc ça, c'est des concepts qui n'étaient pas présents avant, même sous l'imama, et qui en font un peu un imam de facto. C'est-à-dire qu'il ne se prétend pas imam, il n'utilise pas ce terme, on utilise plus le terme de leader de la révolution, ou de Saïd al-Qaïd. Donc Saïd, c'est le terme pour dire, un terme pour qualifier des hachémites. Donc le leader Saïd Abdelmalik al-Houthi, on ne dit pas l'imam. Pour autant, il a une position presque d'imam. Donc c'est un peu compliqué. On est dans un système, d'utiliser le terme hybride, c'est un peu un système hybride. C'est pas exactement le système iranien non plus. Ça a été beaucoup comparé à la République iranienne en disant vous avez un leader suprême comme Khamenei, et puis un deuxième qui serait le président, qui serait juste une image, etc. Bon, déjà, il y a une grande différence, c'est qu'en Iran, il y a quand même des élections. Alors certes, on choisit parmi une certaine proposition, mais il y a des élections. En République d'Ansar Allah, en République Yémen du Nord aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Il n'y a jamais d'élection. Y compris pour le Parlement. Dans les partis de Parlement qui a choisi de rester. Et puis, dans ce système-là, il y a évidemment une influence de la révolution de Khomeini sur Hassan el-Houthi, qui a été reprise par Abdelmalik, notamment le concept de Wilayat el-Faqih, c'est-à-dire le théologien juriste. Mais
elle a été adaptée aussi, je pense, aux traditions zaïdites, qui sont des traditions différentes des duodécimains en Iran. Donc, il y a un peu un mélange de tout cela. Il y a une chercheuse yéménite qui travaille sur le sujet, qui s'appelle Maïssa Choujareddine, qui avait fait une grande phrase que je reprends souvent sur la structure de l'État, qui la compare à la fois aux monarchies du Golfe, à l'influence révolutionnaire iranienne, mais aussi à la tradition zaïdite, hachémite, yéménite. Il faut faire un peu un mélange de tout cela. Vous avez parlé de décentralisation. Les gouverneurs ont beaucoup d'importance, c'est vrai, mais la décentralisation elle se fait plus par un système un peu parallèle, historiquement, là, surtout à partir des années où Ansar Allah s'est retrouvé seul à gouverner, avec les superviseurs. Donc un superviseur général, qui est nommé par le bureau du guide concrètement, en l'occurrence Abdelmalik, et le superviseur général ensuite va avoir des superviseurs thématiques au sein du gouvernorat. Donc il y a un superviseur qui s'occupe des affaires culturelles, un superviseur qui s'occupe des affaires d'éducation, etc. Qui va vérifier et faire remonter. Mais quand même, la prise de décision, elle reste centralisée et elle reste en fait à Sarada, dans le bureau d'Abdelmalik, qui est un bureau où il n'y a pas grand monde qui peut lui parler. Et dernier point par rapport à ça, sur l'accusation d'Imama, la figure d'Abdelmalik est une figure très sacralisée. Une des difficultés, c'est l'accès à Abdelmalik. En fait, il n'y a vraiment pas grand monde qui peut lui parler, peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes. D'abord pour des raisons sécuritaires, c'est vrai, il y a beaucoup de bombardements israéliens, américains, etc., donc peur de mourir aussi. Mais pas que, il y a aussi une question d'éléments sacralisés. Si on a très peu accès à vous, c'est pas pour un hasard aussi. C'est parce que c'est une figure qui se protège et qui décide elle-même des canaux qu'elle choisit d'employer pour parler au peuple. On l'a beaucoup comparé à Nasrallah, et je pense que cette comparaison a une limite, une grande limite, c'est que Nasrallah, au Liban, il faisait des discours devant des foules. Il faisait des grands discours. Abdelmalik fait des grands discours, mais pas devant des foules. Il les fait devant un écran, et puis il les fait de manière hebdomadaire, à part là sur les dernières semaines où il a un peu moins parlé. C'est des discours qui durent plus d'une heure et demie, qui sont très longs, très monotones, très monocordes, où il dit à peu près la même chose chaque semaine. Et c'est assez étonnant, mais ça rythme beaucoup cette révolution perpétuelle. On a repensé, en fait, je pense, le rapport au leader. Du coup, on est sur aussi la question de dans quelle mesure la guerre produit-elle des formes alternatives de souveraineté, ni pleinement étatique, ni purement insurgée. On se pose cette question-là tout simplement parce que la notion de souveraineté qu'on connaît aujourd'hui, c'est une notion qui légitime plus ou moins certaines interventions et qui fragilise donc la stabilité et la structure même d'un État. On le voit depuis le 7 octobre 2023, une souveraineté qui est longuement bafouée de pas mal d'États par Israël, que ce soit donc en Palestine, au Liban, en Iran, mais aussi au Yémen. C'est belle. C'est une notion qui aujourd'hui commence à être une nouvelle fois contestée. On parle beaucoup de la contestation des accords de Sykes-Picot de 1916, aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023. Enfin, cette revendication-là existe depuis un certain temps, mais le 7 octobre l'accélère et fragilise cette notion-là. Le Yémen n'a pas connu cela, mais a connu le traité de Taïf, a connu aussi donc, l'union entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Et donc, on a cette question de souveraineté-là qui revient. Est-ce que c'est une souveraineté qui peut être sui generis depuis ces interventions-ci ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une souveraineté qui est fragilisée ou alors une souveraineté qui est conditionnée ? Vous, pour le Yémen, quelle est votre position ?